proposez-vous pour que les auteurs soient traduits en justice, malgré que vous dites vos plaintes n'aboutissent pas? Et pour terminer, dans votre rapport, vous avez parlé et condamné le Burundi, mais vous n'avez pas condamné le Rwanda, qui est cité par les Nations Unies dans plusieurs rapports. Quelle est la responsabilité du Rwanda dans ce qui se passe à Minembwe, Kamanyola et partout à l'est de la République? Merci. Voilà. Vous voulez qu'on prenne 3 questions, répondre ou je réponds? Voilà, par rapport à la méthodologie, c'est simple. Voilà. Donc notre enquête, c'est vraiment, on est parti sur une initiative associative des acteurs du droit, l'initiative associative des acteurs du droit humain. Donc voilà, on a pris le risque. Vous remarquerez par rapport aux documents audiovisuels, nous avons été d'abord à Kamanyola, puis nous nous sommes rendus à Nyarushishi. Nyarushishi, ce n'est pas en RDC. Nyarushishi, c'est au Rwanda, à Ruzizi. C'est dans la région de l'ouest du Rwanda. C'est là où il y avait pratiquement 1 millier de Congolais qui étaient en réfugié. Donc on est parti discuter avec eux, échanger par rapport à la situation. Ça, on l'a assis sur le média. Ça, on a appris comme vous sur les réseaux sociaux. Il y a un nombre important de Congolais qui se sont déplacés et qui sont dans un camp de réfugiés à Nyarushishi et tout ça. On a fait un courrier. Je vois qu'il rédigeait le courrier derrière. J'étais à Goma. On a travaillé, on était en groupe en train de travailler. On a fait un courrier aux autorités rwandaises pour que nous puissions avoir accès. Il y a la traçabilité du courrier. Je peux le mettre en ligne ou je pourrais vous le donner si vous voulez. Et nous sommes rendus. Voilà. On est arrivé sur les sites du camp de réfugiés de Nyarushishi. Il y avait le Haut Commissariat des réfugiés, il y a le CICR sur place. Et il y avait aussi dans la foulée, je crois, l'agence France Presse qui était là aussi. Donc nous avons interviewé les compatriotes. On a des reportages. Ce n'est pas forcément ce qu'on a mis. Dans un premier temps, on a préféré, vu que c'est des témoignages quand même à Kaman qui relatent les faits et qui citent les responsabilités et tout ça, certaines personnes, on a préféré plutôt les mettre à l'abri parce que la situation sécuritaire n'est pas encore assurée pour qu'on les laisse exposer comme ça dans des vidéos. Donc du coup, il y a eu des interrogations. On est parti sur une fiche technique des questions. Vous le remarquerez, c'est les mêmes questions qu'on a posées à tout le monde. Et on a eu des réponses, en tout cas notamment sur les informations générales, l'origine, où venaient les bombardements, comment ça s'est fait, est-ce qu'ils ont détruit tel endroit et tout ça. Tout ça, vous l'avez dans le rapport, vous le remarquerez. Donc c'est vraiment des questions, une fiche technique avec des questions. Et la plupart des gens qu'on a interrogés, c'est des Congolais. C'est des gens qui ont fui carrément les bombardements, notamment à Kamanyola. À Uvira, ça a été pareil. Nous avons d'abord, parce que oui, c'était après 2 jours de la libération de Uvira, mais la circulation y était. Mais vous prenez les risques de circuler, vous assumez la responsabilité. Voilà. Donc pareil à Kamanyola, il y avait des crépitements. Mais on a pris le risque. Parce qu'on voulait y aller. Et on est des Congolais, on a un document qui nous permet de circuler, de rentrer à la frontière congolaise. Vous rentrez à la frontière congolaise. Donc il y en a qui sortaient, qui avaient encore des affaires qui partaient, et il y en a qui prenaient les risques. Nous, on a pris le risque d'aller se renseigner. Et quand vous arrivez comme ça, vous parlez lingala comme moi, on vous donne l'accès. J'ai peut-être une forme d'une personne qui ne vit pas forcément en Afrique, peut-être, puisqu'il disait... Ah, je suis venu de la France, tout ça, ben voilà, je suis venu voir. Ah, vous êtes venu voir, venez voir. Donc on a fait avec nos téléphones et tout ça, c'est comme ça qu'on a fait, mais la fiche technique, on est outillé. Ce n'est pas une première enquête qu'on fasse dans ce sens-là. On s'est outillé, on avait des questions techniques bien préparées, donc on a interrogé les mêmes questions à Nyarushishi et les mêmes personnes qui nous donnaient les adresses. On est allé sur place à Kamanyola. Vous avez vu des reportages, donc voilà, donc il n'y a rien de plus pour vous dire sur la méthodologie. On était plutôt parti sur les enquêtes. D'abord des entretiens directs, enquêtes sur le terrain, entretiens individuels, entretiens collectifs, les acteurs locaux, le mission qui nous ont conduits, qui nous ont accompagnés, ce sont des acteurs locaux, des gens qui vivent, qui connaissent l'endroit et tout avec le risque, ils ont accepté. Les humanitaires, il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc ça, en tout cas, les côtés méthodologiques des humanitaires, il n'y en avait pas. Donc on était le seul à faire ces rapports-là parce que nous, on a pris le risque.
il y avait des crépitements, et quand on circulait, on voyait, il y avait des cadavres burundais qui étaient encore là par terre et tout ça. Ça, je vous l'ai dit. Et il y avait nos militaires qui ont tout enlevé et tout, des gilets par balles et tout par terre. Personne n'a ramassé rien du tout, et on voyait la Croix-Rouge encercler le décès, machin et tout. Ça, on l'a vu. Parce que la Croix-Rouge y était aussi, c'est des Croix-Rouges congolais, j'imagine, parce qu'ils étaient tous, voilà, c'est des Noirs si vous voulez, hein, pour faire un peu simple. Donc, il y a des gens qui ont pris des risques d'opérer, malgré les crépitements, malgré la situation. Donc, nous, on a fait les jobs de la même façon. Hein, donc, voilà. Donc, à Uvira, pareil, les reportages que vous avez vus, c'est des quartiers connus. Voilà, c'est des quartiers du Banyamulenge, privés d'eau. Il y a une fontaine d'eau qui est dans le coin, mais ils n'avaient pas le droit d'accéder. Et qui menaçait, c'est un pasteur. Une église qui est juste à deux pas, et à la sortie de l'église, il y a une fontaine d'eau à Uvira. Les gens qui connaissent, il y a voilà, la dame, toutes les personnes qui ont parlé à l'extérieur là. Vous avez vu, il y avait, c'est pas une affiche et tout. Il y a une église, un grand pasteur très connu à Uvira. Et donc ses disciples étaient là, empêchaient les Banyamulenge d'aller épuiser, voilà, épuiser l'eau. Donc on est dans des situations où, on voit des choses, on interroge, on enquête, les gens sont libres. Après, il y en a, bon voilà, la situation est encore fragile, avec des hésitations pour témoigner, pour faire des éléments. On a gardé un peu l'anonymat, il y a une traçabilité. Et nous sommes prêts à le mettre à la disposition à qui veut l'exploiter. Hein? Donc voilà, sur ce point-là, on ne va pas perdre trop le temps, mais revenez sur les responsabilités. Oui, nous avons identifié des responsables. Le premier responsable dans l'histoire, on pensait peut-être parler, revenir sur la responsabilité, peut-être que là, me demander plus tard, mais on pourra vous le faire. Le premier responsable dans l'histoire, c'est le président Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui, pardon, notamment à Luvungi, parce qu'à Luvungi, c'était en fait la coalition, les forces coalisées. Donc les Ouazalendo, FDLR et le FARDC et certains militaires burundais. Quand on a dit qu'il y avait des cadavres de militaires burundais, c'était à Luvungi qu'on a vu ça. Et les bombardements, Luvungi, pardon, excusez-moi, Luvungi. Et si vous regardez les bombardements en fait de Kamanyola provenaient de Burundi. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est les populations qui l'ont dit clairement. Et c'était voulu, c'était ciblé parce qu'il fallait créer une crise humanitaire pour que la communauté internationale intervienne et empêcher l'avancée de l'FCM23. L'idée, c'était ça, en fait. On bombarde la population, la situation reste comme ça dans les statu quo. On va mettre la pression, ils ne pourront plus avancer, ils vont s'arrêter. Parce qu'on était dans une zone civile. Moi, j'y étais, on n'a pas eu peur parce que, bon, après les bombardements, une fois les bombardements arrêtés, les gens pouvaient faire leur vie tranquillement. C'était une zone civile. Ce n'est pas une zone d'opération parce que le FCM23 n'y était pas dans cette zone-là, même si la zone est contrôlée par le FC depuis le mois de février. Donc, ça, c'était un point. Et après, notamment pour Minembwe, on est dans la même situation. Le blocus encerclé la ville, les personnes qui ont pu s'échapper, qui étaient enquêteurs à l'intérieur, nous ont documenté. Nous avons dit tantôt qu'il y a encore des enquêtes qui se poursuivent, notamment à Massissi, notamment à Makobola. Donc voilà, il y a des situations voulues. Hein, là où la population touche, on a ciblé. On regarde bien là où il y a des bombardements vraiment ciblés, là où il y a machin. Généralement, c'est là où la population, soit Tutsi ou Banyamulenge ou Barundi, vivent. Voilà, donc c'est les constats. Si vous regardez dans la carte, on vous souvient tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui sont majoritairement dans le haut plateau, à Massissi, machin et tout, vous allez vite vous rendre compte. Voilà, à Kamanyola, là, par contre, les motivations, c'était plutôt, c'est plus la frontière avec le Rwanda. Donc c'était une frontière avec le Rwanda. Maintenant, sur la troisième partie, la responsabilité du Rwanda. Le Rwanda ne contrôle pas la partie sud de la République démocratique du Congo. La partie sud, en tout cas la grande partie, la zone de fleuve de la partie sud est gérée par le Burundi. Et d'aider le Rwanda, en tout cas sur la situation actuelle, la responsabilité du Rwanda, je ne peux pas, à quelle échelle dois-je le positionner. D'autant plus que moi je étais sur place, à moins que les militaires rwandais se déguisent en Congolais, mais j'ai su quand même faire la part des choses entre les Kinyarwanda parlés au Congo et les Kinyarwanda parlés au Rwanda. Ouais, en gros, c'est le même peuple, parce que l'Est du Congo, avant la frontière coloniale, faisait qu'un pays.
voilà, avec des origines, avec enfin, associés. Mais il y a la particularité. Une personne qui parle Kinyarwanda du Rwanda peut comprendre le Kinyarwanda du Congo, mais avec des nuances, avec des accents qui sont faits comme le français belge et le français français. Donc on sait faire la part des choses. Donc sur ce point-là, quand les gens arrivent, vous disent oui, ben voilà, il y a tel militaire, machin et tout, peut-être les gens font allusion, peut-être aux faciès, peut-être à d'autres raisons, parce qu'ils veulent imposer. Les Nations Unies, j'ai cité la source. Oui, mais la source aujourd'hui, nous on remet ça en question. Ça fait 2 fois que je me fais faire un déplacement à Goma, que ce soit à Goma, Sud Kivu. Je n'ai jamais vu les Nations Unies se promener seules. Je parlais dans le site Kivu, je n'ai pas vu le blanc. Bon, on va me dire, oui, les Nations Unies ont recruté peut-être voilà, les populations noires. Okay, ben, voilà. Mais l'agent des Nations Unies, quand tu circules, ils sont dans les véhicules des Nations Unies. Au site Kivu, il n'y en a pas. Je vis le CICR, voilà, au nord Kivu, quand tu se promènes en char, des blindés. Donc voilà, c'est des choses que moi je veux. Voilà, merci. Merci. Si c'est possible de combiner, de prendre Pichou, oui, les 3 personnes qui ici peuvent poser leurs questions. Doctorant à l'Université des Gants. Je suis chercheur, j'étudie les groupes armés à l'est du Congo. J'étudie à l'Université des Gants. Je suis né à Bukavu, j'ai grandi à Ouvira et j'étudie le conflit dans le Haut-Plateau et à Nitouré. Je viens de lire le rapport, mais on aura le temps de le relire en profondeur pour relever certains éléments. Mais merci d'abord d'avoir fait ce travail. Et le premier collègue a parlé de la question méthodologique. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que, bon, ça c'est un rapport des acteurs humanitaires. Mais au niveau méthodologique, dans la théorie de la méthodologie, il y a beaucoup d'éléments à en parler. Les éléments, ça, on ne va pas rentrer. Mais la première question que j'aimerais poser, il y a un maître qui a parlé du droit international humanitaire, un conflit armé qui oppose des acteurs armés et des groupes armés. Je parle comme scientifique. Et AFC M23, c'est un groupe armé autant que les autres. Et les combats des Kamanyola, tel qu'on a suivi, ça a opposé la coalition gouvernementale, comme vous avez dit, et la CN23. Et on a rapporté aussi des tirs, des drones kamikazes qui ont tiré des militaires à Luvungi, du côté de la CN23, et on parle des alliés rwandais. Et est-ce que vous n'avez pas vu des éléments là-dessus quand vous partiez à Luvungi Regardez la caméra, s'il vous plaît. Alors, est-ce que l'équipe n'a pas regardé quelques éléments quand ils sont passés à Luvungi, à Mutaroulé, à Luberizi, à Sangué? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième, elle revient. Il y a d'autres rapports qui disent qu'à l'entrée d'Ouvira, on a tué des gens. Est-ce que l'équipe n'a pas eu quelques éléments là-dessus? Alors, pour finir, j'ai quelques observations au niveau des... Lorsque les enquêteurs parlent, ils disent qu'il n'y a pas eu d'acteurs humanitaires. Je pense que c'est un argument qu'on aimerait, justement peut-être dans le suite des autres rapports, relativiser. Pour la simple raison qu'on est ici en Belgique. La Croix-Rouge de la Belgique, c'est déjà un acteur humanitaire. Et au Congo, la Croix-Rouge congolaise, elle est là, c'est un acteur humanitaire et elle agit. Donc, le CICR est là, y compris donne des soins aux rebelles, autant des FCM23 que des rebelles du Tchouganou dans le plateau. Donc, ce serait un argument à relativiser. Enfin, c'est une question que je veux poser. Par contre, moi, j'étudie aussi ce conflit dans le plateau. J'ai travaillé à Bijombo, j'ai été à Kirungu, à Munanira. Et c'est vrai ce que vous avez dit. Depuis 2017, il y a ce qu'on appelle le blocus. Mais, est-ce que dans les rapports de communautés que vous avez rencontrés vous ont dit que depuis 2022, 2023 et même 2024, les Banyamulenge étaient accompagnés, convoyés par la force burundaise à partir de Minembwe, Muramvia, Kirungu, Kashekebwe et Uvira, et ils étaient accompagnés aussi par les autodéfenses dans cette même axe que moi personnellement j'ai vécu ça. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Je ne suis pas informé de ça. Là, je vous dis en toute honnêteté, je ne sais pas ce que vous avez été élément là, mais je remets un petit peu en doute, hein, parce que la relation qu'il y a entre le Burundais qui interviennent, c'est plutôt les Hutus burundais qui sont dans une démarche de suprématie. Oui. Moi, je suis acteur de la société civile ici dans la diaspora. Je lutte énormément pour des droits humains et de l'homme.
Et voilà, j'ai appris la réunion d'aujourd'hui et j'ai quand même voulu écouter, voir qu'est-ce que vous disiez. En fait, vous parlez de société civile et j'aurais voulu plus de neutralité. J'ai entendu un peu trop d'accusations qui vont que sur un sens. Et vous voulez, ce que moi je ne veux pas en tout cas, c'est que la diaspora soit manipulée dans des conflits armés et qu'on puisse importer les conflits qui font déjà beaucoup de dégâts ici en Belgique. J'aurais voulu entendre plus d'équivalence en disant que effectivement peut-être qu'il y a eu des incidents ou des crimes d'un côté, mais j'aurais aussi voulu entendre qu'on cite aussi de l'autre côté. Parce que vous parlez d'humanitaire, j'ai fait, je pense, en 2024, plus de 8 mois justement dans les zones du Sud Kivu, du Nord Kivu, dans des aides humanitaires où on a donné 40 tonnes de dons qu'on a récoltés ici en Belgique et qu'on a emmenés au Congo pour aider les populations. Donc je connais un peu la situation, il y en a toujours des contacts et des relais sur place. Ce qui m'étonne dans votre rapport, je vais le lire et en tout cas je vous remercie d'avoir fait un rapport, c'est déjà bien, mais ce qui m'étonne et ce qu'on ne veut pas, c'est cette manipulation qu'on voit souvent dans toutes les guerres dans le monde entier. En fait, la population congolaise et la diaspora a besoin, et la communauté internationale a besoin de personnes qui arrivent avec une neutralité. On ne veut pas mettre en avant une ou deux personnes, on veut juste de la justice et de la paix. Les populations souffrent et meurent tous les jours. Mais dans votre rapport et dans vos discours, j'entends qu'une accusation, notamment du Burundi, et pourtant moi j'ai un rapport différent, où justement j'ai été au Burundi et je vais retourner dans quelques jours, pour dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont réfugiés au Burundi, comme il y a des réfugiés bien sûr au Rwanda et aussi en Ouganda. Donc j'aurais voulu entendre un peu plus de partialité. Et en fait, ce qui m'étonne, en fait, on parle souvent de cet accord de paix qu'il y a eu, et la prise d'Uvira, que vous appelez libération, donc c'est déjà le mot que vous utilisez. Je n'ai pas utilisé ces termes. Vous avez utilisé. Non. C'est pas grave, vous réécouterez, peut-être que c'est un réflexe que vous avez eu. Oui, mais justement, ce réflexe dénomme déjà que vous n'êtes pas neutre. Et c'est ce qui me dérange, moi. Il ne faut pas dire ce que vous avez en tête. Hein. Non, oui, voilà. Ce qui est bien, c'est enregistré. Non, ce qui est enregistré, c'est que vous pourrez le revoir après. C'est moi. Monsieur Dido, venez peut-être par là-bas, ça vous évitera de devoir... Voilà. Même si pour autant je suis révolté par rapport à tous les drames qui se passent dans mon pays, je suis un peu comme vous, je suis choqué, j'aimerais... Et aujourd'hui, on est le 16 janvier, c'est pas une date anodine, c'est le jour de l'assassinat de Kabila Père. Posez-nous des questions, réfléchissons un peu à qu'est-ce que ça nous enseigne en fait. Il y a quelqu'un qui est mort, qui était congolais, je pense, qui à un moment donné a voulu se soulever pour retirer le président Mobutu qui était à l'époque. Il était entouré, il était accompagné de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise. C'est pas moi qui dis, c'est l'histoire. Quelles sont les conséquences de ça? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaie de revivre la même chose. Des fois, le peuple congolais a une mémoire très très courte. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé quelque temps. Les mêmes acteurs, donc Kabila Père, congolais, a été soutenu, appuyé militairement par les Ougandais et par les Rwandais. Personne ne peut le contester. J'étais à Kisangani, j'ai vu les drames de la guerre des 6 jours, des 4 jours, des 3 jours, j'ai vu ça. Et ce sont les populations congolaises qui meurent. Moi, ce que j'attends des Congolais aujourd'hui, c'est de prendre conscience et de ne pas être toujours dans l'émotion. Vous avez parlé aussi des intérêts économiques, et en fait, ce qu'on vit, c'est juste des prédations économiques. Je sais, ça vous dérange peut-être, mais s'il vous plaît, supportez Merci. Ce que moi, je ne supporte pas, c'est que tout ça, c'est pour des intérêts économiques. Mais ça profite à qui? On a vu les accords de paix qui ont été signés aux États-Unis. Mais c'était signé entre les Congolais et le président rwandais. Pourquoi on a invité M. Paul Kagame? C'est parce qu'une femme m'a demandé, mais pourquoi on part toujours du Rwanda? Et moi je ne comprends pas, on a que sur le Rwanda. Mais moi je pose une autre question. Mais pourquoi le Rwanda signe un accord de paix dans une guerre, dans un pays où il n'a aucune légitimité? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la question qu'il faut se poser. Réfléchissons un peu. Pourquoi on invite le président rwandais à faire un accord de paix avec les États-Unis et le Congo pour une guerre qui se trouve au Congo, dans mon pays à moi? Et ça, c'est ce que moi je ne comprends pas. Par contre, c'est des partages économiques. Donc ça veut dire qu'il y a des intérêts économiques. On n'a pas invité le président burundais, on n'a pas invité le président ougandais, qui ont aussi des rôles. Il y a d'autres présidents qui auraient dû être invités et que peut-être qu'un jour nous prendrons conscience. Maintenant, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on soit manipulé. Nous ne pensons pas naïfs. Ce que je veux, c'est que pour une fois qu'il y ait des gens se battent vraiment pour l'intérêt de la population congolaise. Je ne défends pas tel ou tel. Je vous dis seulement la population congolaise. Elle est meurtrie et on ne bénéficie pas des richesses de notre terre. D'autres en bénéficient. Mais les premières à bénéficier de la richesse du Congo devraient être les Congolais. Je pense que ça, tout le monde doit être d'accord sur ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui,
On sait que les forces armées étrangères... Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a fait un accord de paix, vous vous rappelez, hein, aux États-Unis, où tout le monde a eu de l'espoir. Même pas un jour, 2 jours après, il y a eu la chute de Uvira. Je résume. Comment ça se fait que après avoir signé un accord de paix, et dans 6 mois, aujourd'hui, on signe un accord de paix avec vous, mais le lendemain, ou deux jours après, je renvoyais une terre, une ville qui était importante, que c'était, vous l'avez dit vous-même, c'était la ville où, pour le Sud Kivu, les autorités étaient venues mettre leur base. Est-ce que c'est eux qui géraient... Je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Là, franchement... Moi, j'ai beaucoup écouté parce que j'ai vraiment... J'ai dit ça, en fait. Moi, je Uvira, c'était la capitale du Sud Kivu. C'est pas sorti de ma bouche. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas dit, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas dit, on est tous des experts du Congo, on est tellement touchés par ce qui se passe. Maintenant, cette ville a été prise par qui? Eux, ils sont fuis. Est-ce que les personnes qui fuient bombardent ou ils fuient, ou en général, c'est ceux qui arrivent qui bombardent? Donc, par rapport au bombardement qu'il y a eu, moi, en tout cas, avec mes informations que j'ai aussi de mon côté, et on aurait pu se croiser là-bas, parce que vous dites qu'il n'y a pas d'humanitaires, il y a beaucoup d'humanitaires qui sont sur place, des civils aussi, qui se cachent. On se croisera peut-être un jour. Ce qui m'intéresse, moi, c'est... Je résume et je termine sur ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire une certaine vérité. Uvira est tombé après avoir signé des accords de paix. Comment ça se fait que si on fait un accord de paix, on continue à faire des dépassements militaires et stratégiques? C'est ce qui m'étonne. Et c'est ce qui, moi, m'étonne que vous, ça ne vous étonne même pas. On signe aujourd'hui, 2 jours plus tard, on prend une ville comme Uvira. Voilà. Merci, M. Dubois. La question de monsieur qui est... Dans ce débat, c'est très important que vous l'entendiez. Moi, je suis un avocat du premier cheveu jusqu'au bout des pieds. Ce qui veut dire, pour être très précis, que je reçois des clients, des communautés qui me parlent, et je les défends. Donc, ne me positionnez pas ailleurs. Et je précise, pour que les choses soient claires, dans la région des Grands Lacs, je suis intervenu pour les membres de la communauté burundaise victime de la répression de 2015. Au Rwanda, je suis intervenu dans des défenses, notamment sur la fameuse chute de l'avion de M. Habyarimana. Voilà. Au Katanga, j'ai été consulté par les organisations syndicales et les organisations civiles. C'est important. Et deuxièmement, c'est de réfléchir sur la question, quel est le légitime porté par le légal? Parce que derrière le légal se pose la question du légitime. Si vous avez une législation anticorruption, ce n'est pas une législation qui a été construite pour faire semblant, c'est une législation qui est construite pour que les acteurs économiques ne pervertissent pas les acteurs politiques et que les acteurs politiques ne soient pas pervertis. Et donc, je prends la question d'Uvira que vous avez posée, c'est-à-dire, est-ce que c'est la FCM23 qui a violé le cessez-le-feu, ou est-ce que les FRDC avaient commencé des bombardements sur Minembwe auparavant? Pour être honnête, je n'ai pas analysé de façon approfondie la question, mais c'est clair qu'au fond, il faut un historien qui, à un moment donné, analyse étape par étape les éléments factuels et confronde les logiques politiques qui sont en présence. Et ces logiques politiques, c'est des logiques de prise de pouvoir. Voilà. Je vais essayer de rebondir un peu, parce qu'il y a quand même des points qui ont été évoqués par notre frère Dido. On va essayer d'éclairer un petit peu pour éviter voilà, ces malentendus. Donc, voilà. Donc là, on est dans un cadre qui n'est pas politique. Voilà. Après, s'il faut donner des responsabilités du Rwanda, du Congo, du Burundi, ça, on peut le faire. Est-ce que sur le cadre adapté pour faire ça, on est venu présenter un rapport? Un rapport d'enquête qui nous a permis de dire ce qu'on a vu. Est-ce qu'on doit fermer la bouche et ne pas dire ce qu'on a vu? Non. On a dit ce qu'on a vu. Maintenant, oui, effectivement, là où nous étions, c'est une zone sous l'autorité
de l'FCM 23. L'autorité le fait. On a été à Camagnola. Ces Camagnola, c'était contrôlé au moment des bombardements par l'FCM 23. Donc on a vu nos populations se réfugier au Rwanda, on est parti se renseigner et voir ce qui s'est passé. On a vu des bombardements, on a tous suivi comment c'était des bombardements violents, mais voilà, ce qui est animé, c'était une zone civile, on est tous informés, on y part, vous partez, vous avez ramené 400 tonnes, nous on a ramené 600 kilos de médicaments, rien que pour l'hôpital de référence de Kibumba, parce que tout a été détruit et que c'était compliqué pour les retourner et tout. Chacun essaie de faire de son mieux, tant mieux, c'est bien. C'est pour l'intérêt de nos populations. Maintenant, la réalité est qu'au nord et sud Kivu sont des zones qui sont contrôlées par l'AFC M23. Donc nous y étions, nous aujourd'hui, n'importe qui peut y aller, peut accéder. C'est pas non plus une zone qui est fermée, machin et tout. On a enquêté, on est parti au Rwanda. Au moment où on est en train de parler, on a une équipe qui est à Bujumbura. Voilà, on a identifié, je crois, 9 sites et tout. Et donc voilà. Donc ça, il y a des enquêtes. À Makombo, là, pareil. Il y a eu des bombardements parce que jusque-là, il n'y a eu aucun rapport sur des négociations des exactions, en tout cas commises, ou le blocus des mineurs. Mais personne n'en parlait. Je n'ai pas vu un rapport des Nations Unies par rapport à ça. Je n'ai pas vu le rapport des Nations Unies par rapport au bombardement des Camagnola. Je n'ai pas vu le rapport des Nations Unies concernant le massacre à Makobo. Je n'ai pas vu les rapports des Nations Unies concernant le massacre à Massissi. Je n'ai pas vu les rapports des Nations Unies contre les exactions aujourd'hui dans le Haut-Plateau. Mais pour dire qu'est-ce que moi je vis je profite de l'occasion pour répondre aux compatriotes. À Uvira, moi, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bombardement. Oui, je vous dis clairement, il ne s'est rien passé à Uvira centre. On fasse la part des choses entre les territoires d'Uvira et Uvira centre. Uvira centre, il n'y a pas eu d'affrontement. Je vous dis que les vidéos sont là, il n'y a pas eu de bombardement. Maintenant, la question, il n'y a pas eu d'affrontement. Déjà entre l'axe, la route qui mène vers Uvira, si vous arrivez, vous remarquerez les tenues militaires du FARDC. Ils n'ont pas voulu se battre. Le peu de FARDC qu'on a vu à Luvungi et ce qu'on a vu à Kamona, on dit clairement qu'à un moment donné, ils ne voulaient pas obtempérer les ordres émanant du Burundi. Ça c'est écrit, c'est notifié et la personne est encore à vue, on a le mécano, on a tout ce qu'il faut. Mais maintenant, on n'a pas mis dans le rapport parce que c'est sensible, parce qu'il a en cours. Voilà, on ne l'a pas mis. Donc voilà, nous, c'est la réalité que nous avons vue parce qu'on a été à Goma. On a été à Goma plusieurs reprises. Quand on voit les Nations Unies publier des rapports, on a été à Kibumba. Moi, je fais des demandes des aides humanitaires dans des organisations internationales, que ce soit en France. Là, je profite même pour saluer Tilip, la pharmacie humanitaire, la Version sans frontières, qui nous ont donné. Mais dans certaines organisations, il faut le montant de l'identité en Moukonde pour qu'on puisse accorder des aides humanitaires. Permettez-moi de le dire. Est-ce que vous pouvez justifier aujourd'hui, il y a des massacres et tout ce qu'il y a eu dans le sud Kivu, et il n'y a aucune aide humanitaire? La France a parlé, ils ont organisé une conférence à Paris où toutes les puissances étaient venues pour parler de l'humanitaire. Où est-ce que nous en sommes? Donc si on commence à donner des responsabilités, on ira plus loin. On va se rendre compte qu'aujourd'hui, aucune puissance économique occidentale est pour qu'il y ait la paix dans le Grand Lac. Et du coup, au-delà de ça, la mort de Mouzé Kabila, est-ce que c'est le Rwanda qui est derrière ou c'est les puissances économiques qui n'ont pas été d'accord par rapport aux discussions économiques et consorts? Je n'en sais pas. On n'est pas dans un débat politique et on ne veut pas rentrer dans ces débats-là. Nous, on veut rester sur le fait humanitaire que nous avons vu. Après, si vous voulez qu'on fasse un débat politique et diplomatique sur les enjeux régionaux, on peut le faire dans un autre cadre. Mais gardons l'esprit, dénonçons ce qui s'est passé, que ça soit seulement dans la partie ouest qui est contrôlée par l'FCM 23. Il y a d'autres amis qui iront plus loin et pourront articuler encore davantage ce qui se passe à l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Qu'on nuance un peu la neutralité y est dans les rapports parce qu'on est dans une dynamique où on a fait ce qu'on avait fait et on a rapporté exactement ce qui a été dit. Merci. Je suis d'accord avec vous, mais juste par rapport à l'humanitaire, l'humanitaire est relié à la politique. Qu'on veuille, qu'on veuille pas, excusez-moi, l'humanitaire est relié à la politique. C'est-à-dire que si jamais une conférence humanitaire internationale dans la région, parce qu'il y a un réel besoin, c'est pas à Paris, c'est pas à Bruxelles, c'est pas, je sais pas moi, aux États-Unis qu'on va commencer à décider sur l'aide humanitaire apportée. Et nous relevons le fait, nous dénonçons le silence de la communauté internationale. Le rapport est aussi une manière de donner la voix, de dire ce qui se passe là où personne n'a envie d'y aller. Et après, on là, tu as raison à 100%. Excusez-moi, le silence, c'est important. Le silence des Nations Unies
Il a commencé maintenant ou ça fait depuis combien d'années? Ça fait combien de centaines de millions? On a 10 millions. C'est pas maintenant que la société se taise. Vous avez compris? Donc ça aussi, remettons les choses dans le contexte. Nous sommes d'accord avec vous, nous sommes d'accord avec vous, mais on va essayer de donner la parole à tout le monde. Nous sommes d'accord avec vous. Donc, monsieur, si vous voulez bien poser votre question, et puis on va passer le micro à madame, voilà, avec la veste rouge, et à quelqu'un qui a demandé aussi la parole par là-bas. S'il vous plaît. J'ai pas assez du temps normalement, parce que je pensais que c'était une conférence de presse où vous pouvez faire des questions. Et j'ai vu que les faits sont établis, documentés, juridiquement qualifiables. Et j'ai vu aussi le droit international humanitaire. J'ai tout vu ça. Mais pour moi, comme journaliste, c'est très important d'identifier les responsables politiques. Et pour ça, moi, quand je veux écrire sur ça, j'ai vraiment besoin des noms. Qui tu vas faire ce plainte? Tu, comme avocat, tu vas faire les plaintes contre qui? Tous ces noms, pour moi, c'est important pour savoir. Peut-être tu peux dire c'est humanitaire, on veut avoir tous les faits et tout ça. Et ça, je comprends bien. Mais pour moi, c'est important de vraiment mettre concrètement c'est qui sont les responsables dans cette affaire. Et une autre chose, pour moi, c'est aussi, vous parlez des Nations Unies, vous parlez des inactions des Nations Unies. Pourquoi ces inactions des Nations Unies? Ça, je veux aussi savoir pourquoi tu dis qu'il y a l'inaction. Merci. Merci. Voilà. Nous allons prendre la question de madame. Avec la veste rouge. Oui, bonjour, je m'appelle Patricia Meliki-Konde. Nous sommes à l'est de Lubumbashi. Monsieur il m'a dit que je parlais au niveau du Rwanda. Je suis congolais. Nous souffrons. On nous a mis dans la tête que c'est le Rwandais qui tue. Ça, c'est mon opinion. C'est une opinion de beaucoup de mamans. Mais là où le maman qu'on tue, je n'ai pas vu le président Kagame envoyer ses militaires aller tuer tel village, telle tribu. Il peut être complice. Je peux dire oui, M. Kagame, M. Félix, ils tuent les populations congolaises. Mais le premier à condamner, c'est Félix Tshisekedi. Parce que c'est notre président. C'est lui à nous défendre. Ce n'est pas M. Kagame. M. Kagame défend sa population. Il vit en paix. Et il défend sa population. Il nourrit sa population. Il vit mieux que nous. Pourtant, nous sommes riches, soi-disant. Mais c'est Tshisekedi. Il est où pour sa population? Nous devons arrêter Kagame. C'est dans ces termes-là que je vous ai dit. On n'a pas jugé Kagame. Est-ce que Kagame, il y a au village les enfants qui n'ont pas à manger? Et Kagame enferme les gens innocents qui n'ont rien fait parce qu'ils ont dit on ne veut pas Kagame? Oui, mais pas autant que Félix qui l'occupait de faire, monsieur. Je suis désolé. 9%, il a gagné. Laissez-moi terminer, c'est mon tour. C'est mon opinion. Là, moi, je me mets debout. Pourquoi? Parce que le Katanga, le Congo, l'Ouest, partout. Moi, je suis pour Nanga. Je suis Kabila qui revient au pouvoir. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, c'est mon opinion. On a tué Mouzé. Je suis très fâché. Je n'ai pas à dire qui a tué Mouzé. Parce que moi, j'ai travaillé, j'étais un enfant militaire. Mon père était militaire belge qui m'a élevé. Il connaît tout le territoire congolais. Je faisais les débats avec mon père. Il était pour Tshisekedi, pour le pouvoir. Mais avant qu'il meure, il a regretté. Il m'a donné raison. Pourquoi? Parce que le massacre, que dans le temps de Kabila, ou dans le temps que Mobutu, c'était pas ainsi. Mobutu pouvait être malin, mais Tshisekedi, c'est trop. Vous dites, oui, c'est Kagame. Il est là, il dit à tout le monde, Kagame. Mais il est dans la main la nuit avec Kagame, il mange avec Kagame. Mais la population de Kagame ne pleure pas. Ils voyagent comme ils veulent, ils souffrent. Nous, les Congolais,
notre cible, nous devons arrêter. Si on doit condamner Kagame, mais porte plainte contre Kagame. Mais pour le moment, c'est Tshisekedi. Il est occupé de tuer. Vous savez quand? Le 15, je ne sais pas quand, à Bukama. Hein? Tshisekedi, les ministres, ils sont partis dans un village. Posez une question? Non, c'est pas une question, c'est pour... Et ailleurs, dans la plaine des Ruzizi. Il y a plusieurs mois, l'armée burundaise mène des attaques qui emportent des vies humaines dans les hauts plateaux du Sud Kivu, et plus précisément à Minembwe. Je voudrais vous demander, en tant qu'enquêteur, qu'est-ce qui explique le silence de la communauté internationale face aux attaques de l'armée burundaise sur la population Banyamulenge qui est sous blocus. Et ma deuxième question, quand comptez-vous mener une mission d'enquête humanitaire à Minembwe? Merci. Merci. Y a-t-il une autre question? Voilà. Par rapport à la mission d'enquête humanitaire, on est en train de voir un peu les dispositifs, comment organiser, et ça doit se faire très rapidement. D'ailleurs, on a déjà des partenaires qui sont sur place, qui nous renvoient des informations ci et là, mais le rapport en tout cas va être concluant, parce qu'il y a une descente qui est prévue, même si on a nos équipes qui sont sur place, mais c'est quand même une situation très préoccupante, voilà, sur la situation du blocus des Minembwe et les bombardements sans cesse, hein, donc il faut qu'on se le dise. Donc il y a une volonté manifestée, hein, voilà, carrément d'éliminer soit une population carrément qui est sur son territoire, qui est chez elle en fait. Donc là, la volonté de faire un blocus, de tout priver et de bombarder que cette population-là, il y a carrément un acte génocidaire, il y a carrément des crimes contre l'humanité. Et ce que nous avons aussi, c'est notre devoir d'interpeller en ce moment la communauté internationale. Le silence de la communauté internationale nous gêne, nous choque, on est mal à l'aise en fait. Donc à tel point qu'à un moment donné, on ne comprend pas. Parce que ces bombardements-là proviennent du Burundi. Pourquoi seulement le Burundi qui bombarde? Pourquoi le Burundi? Est-ce qu'il y a une volonté voulue, exprès, des ventes en guerre, inciter, provoquer une réponse aussi vers le Burundi, comme ça on va embrasser la région? Je n'en sais rien. Donc maintenant c'est un travail à faire, nous les humanitaires, il faut qu'on ouvre ce réseau, il faut que tous les citoyens qui sont conscients de la situation et qui veulent que les gens vivent en paix puissent nous rejoindre dans cette lutte-là. Maintenant, il y a la question de responsabilité. Ça fait 2 personnes qui demandent à ce que nous puissions nommer les responsables et tout ça. Mais si vous lisez l'article, la page 48 de ces rapports, nous avons cité des personnes. Mais je peux le faire brièvement pour ceux qui n'ont pas de rapport pour que vous puissiez avoir aussi la réponse. Donc voilà, parmi les personnalités, hein, s'il faut nommer les auteurs intellectuels et les co-auteurs intellectuels, nous avons identifié d'abord M. Antoine. Oui. C'est silence-là. Après ici, il y a des actions qui sont prévues au siège des Nations Unies pour nous qui sommes au niveau de la Belgique. Il y a des actions qui sont prévues aux États-Unis pour qu'on puisse avoir cette réponse-là très rapidement. Donc le secrétaire général adjoint chargé des questions humanitaires est français, et donc on va faire en sorte que nous puissions agir. Donc voilà, donc je voulais répondre à la question des responsabilités, en tout cas présumées. Donc là on est vraiment sur la présomption pour Monsieur le journaliste, vous êtes devant la caméra, vous pouvez prendre place. Caméra s'il vous plaît. Oui, voilà. On va répondre à votre question. Le FARDC, on a interrogé le Wazalendo, parce qu'à Kiliba, il y avait un camp de Wazalendo qui ont parlé aussi un petit peu. Le FARDC, nous avons fait un FARDC, on les a interrogés à Kamagnola. Donc là, on est carrément, et la population, par rapport aux éléments, en tout cas que nous avons identifiés concernant la provenance des bombardements. Il y a eu des bombardements qui provenaient des Luvungi. Luvungi était contrôlé au moment du bombardement par la force coalisée, c'est-à-dire que le FARDC, donc l'armée congolaise, l'armée burundienne, le FDLR et le Wazalendo. C'est eux qui contrôlaient la zone et qui bombardaient aussi vers Kamagnola. Et il y a eu des bombardements qui provenaient aussi, j'en viens, donc provenaient du Burundi. Donc la responsabilité numéro 1, c'est au commandant suprême des armées. Félix Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême
des forces armées de la République démocratique du Congo, et Évariste Ndayishimiye, qui est d'abord militaire de carrière, mais aussi le commandant suprême de l'armée burundaise. Donc ce sont les deux personnalités, les auteurs intellectuels qu'on donne la responsabilité. Et après, il y a les deux chefs d'état-major. Il y a le général Prime Nirogabo, qui est le chef d'état-major de l'armée burundaise, qui dirige les opérations. Et il y a aussi le général Gilles Banza, qui est le chef d'état-major de l'armée congolaise. Ça, ce sont des responsables militaires et des responsables politiques, encore à l'échelle nationale. Parce que c'est plus facile à un moment donné d'acquiser les exécutants quand on ne parle des auteurs intellectuels qui décident, qui orientent, qui décident, qui fournissent les armes et tout. Donc, ce sont ces deux grandes personnalités politiques, le président du Congo et le président du Burundi, les deux chefs d'état-major, le chef d'état-major de Burundi et le chef d'état-major de la RDC. Donc, après, il y a aussi des personnalités politiques que nous avons citées au regard de leur position, au regard de leur engagement à la fois auprès des groupes armés, notamment le Wazalendo. Justin Bitakwira, ancien ministre et député national, qui aujourd'hui coordonne les actions du Wazalendo dans le site Kivu. Il y a Willy Michiki, lui aussi il a été identifié élu du territoire. C'est vraiment des personnes qui ont un mandat électif, hein, donc ils sont aujourd'hui dans un passeport diplomatique, ils engagent l'État dans certaines circonstances et tout ça. Il y a Willy Michiki qui est cité. Il y a Augustin Butakwira, il y a Moïse Nzangi qui coordonne aussi les actions de Wazalendo dans le site, dans le Nord Kivu. Donc au-delà de ces trois personnalités, il y a aussi les députés. Oui, voilà, il y a Christian Mbidoul, qui est aussi un député national de Boutembo, donc ancien Maïmaï, qui est aussi identifié comme chef de plusieurs groupes milices intégrés dans la dynamique Wazalendo. Donc ça, c'est les points qu'on doit retenir. Il y a l'état-major général congolais, donc le général Sylvain Ekenge, qui est le porte-parole des forces armées. Nous avons tous suivi ses discours, mais il n'y a pas que ça. Donc dans la gestion, dans la communication et tout ça, voilà, c'est l'état-major qui donne la ligne éditoriale. C'est l'état-major qui donne les éléments du langage. Donc, au-delà du fait qu'on peut condamner Ekenge, donc il y a une responsabilité hiérarchique parce que ce documentaire-là, quand il passe, quand il dit, c'est un porte-parole de l'armée, il a un discours structuré et puis avec des éléments qui sont autorisés à ce que ces éléments soient dits. Donc, il a une part de responsabilité, mais on ne peut pas le condamner seul. Donc, il y a la hiérarchie militaire, le chef d'état-major, et il y a la hiérarchie suprême, donc le président Félix Tshisekedi. Il y a aussi les chefs des principaux forces négatives de site Kivu, le ministre Wazalendo, William Yakotumba, qui lui-même organise des actions militaires dans des Maïmaï Wazalendo dans la partie site Kivu. Et donc voilà, il y a Guido Chimira Yoshi, lui aussi il est cité. Il y a Karairi. Il y a Ndayowiti et puis Itongwa, donc voilà, il y a des noms comme ça, et Makaniki, hein, qui sont cités parmi les chefs de ces groupes négatifs, en fait, Makanaki, j'ai du mal avec les noms, voilà. Après, on est parti aussi plus loin dans l'enquête parce que les discours de haine, il faut le dire, les discours de haine qui se vivent sur les réseaux sociaux, c'est aussi la volonté de pousser la population, de pousser les citoyens à être dans cette logique-là, en tout cas permanente, d'inciter, d'animer le fait, et puis de montrer que telle communauté ne fait pas partie du Congo. Et nous avons illustré les trois personnes qui sont proches du président du Congo, notamment Kalonji Kabamba, Jean-Claude Moubenga et puis Vanessa Senga. Ils sont ces trois proches du président qui sont citoyens américains. Donc voilà, et qui ont ce discours-là de haine, c'est-à-dire la haine contre la population Banyamulenge, contre la population Tutsi et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a illustrées parce qu'aujourd'hui, si les discours de haine sont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y en a qui ont fait ce job-là, qui ont constitué une armée numérique qui consiste à alimenter sans cesse les discours de haine. Donc voilà en gros les responsabilités, hein, si vous voulez, en termes de présumés, hein, des personnes que nous avons identifiées et nommées par rapport à tous ces actes de bombardement et des exactions contre les populations civiles, à la fois Banyamulenge et tout, mais aussi d'autres populations qui sont dans les bâches
Lubumbashi, au Kamanyola, Massissi et consorts et tout. Donc voilà, donc s'il faut lister, en tout cas pour l'instant, ce sont des personnes que nous avons identifiées directement comme étant co-auteurs et auteurs. Et voilà, il y a des exécutants qui vont répondre là exact, mais nous, on n'a pas eu accès pour des raisons X ou Y, telles que nous avons vu comme Ouazalendo, à Kiliba, à Kamanyola et tout. Donc voilà, donc j'ai été peut-être long, mais j'ai pu quand même répondre à cette attente. Pouvez-vous enchaîner avec les recommandations auprès des autorités nationales, des acteurs armés, des groupes internationaux, des ONG et consorts? Il y a une question, mais avant qu'on passe aux recommandations, j'aimerais donner la parole voilà, au collectif des avocats du parti civil. Voilà, en fait, il fait partie de question. J'avais une question et je pense que le ministre pourrait... Vaste, que bon, cet échange a fait réagir. Il y a ça. Et moi, en tant que femme particulièrement touchée par les témoignages des femmes Banyamulenge qui aujourd'hui Tournez-vous vers la caméra aussi. Vous n'êtes pas satisfaite par rapport à la position exactement des auteurs de ce travail. Est-ce que vous pensez continuer, vous pensez aller plus loin pour élucider ces doutes? Ça c'est un, et particulièrement touché sur la question des femmes, en voyant les femmes de la communauté Banyamulenge qui se plaignent d'être victimes de choses que nous reprenons tous. J'ai vu une dame parler tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Je pense que ces femmes vivent la même chose. Est-ce que dans le travail humanitaire que vous avez fait, il y a déjà des actions qui vont dans le sens du vivre ensemble, ou vous attendez travailler encore et voir qu'est-ce que les politiques mettraient à votre disposition pour apaiser un peu le cœur de ces femmes? Parce que au-delà des communautés, moi je vois une femme et un enfant qui se fait agresser simplement parce qu'elle est d'une certaine communauté. Aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être moi, ça peut être ma communauté, la communauté de n'importe qui. Et ça, c'est pas une question de politique, c'est une question sociale qui interpellerait tout le monde. Est-ce que dans le travail dans le travail qui va suivre, il y a des dispositions qui sont prises de manière à ce que ce problème soit ramené à la table et soit traité comme il se doit pour redonner le sourire à cette communauté-là? Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'actions qui sont en cours, hein, parce que là, on est vraiment dans la projection. On doit continuer. Là, c'était vraiment une première étape d'enquête, donc il fallait présenter un rapport rapidement et permettre à ce que nous puissions aussi sensibiliser et mobiliser sur ça. Parce que c'est une question qui va prendre forcément du temps, parce que la situation, elle est profonde, il faut dire aussi, mais compte tenu du fait que la sécurité, nos vies aussi sont mises en danger, parce que quand vous allez dans des zones où les bombardements peuvent arriver, les drones peuvent arriver à tout moment, c'est pas non plus évident. Et lorsque l'accès à ces zones-là, notamment en termes de transport et tout, c'est pas accessible, c'est pas du tout facile. Donc on essaie de travailler avec les acteurs locaux, hein, pour nous qui sont un peu des lanceurs d'alerte locaux, qui nous permettent d'avoir des informations en temps réel. Et donc ça, pour l'instant, on essaie de travailler, mais l'idée, c'est que nous puissions avancer encore plus loin. Bon voilà, mais c'est pas évident. On a été à Kamanyola, il y avait encore des crépitements, on a vu des cadavres, c'est pas évident. À Ouvira, pareil, à Ouvira, il n'y a pas eu d'affrontement. Donc voilà, avant Ouvira, vers Louvigne et consort et tout, il y a eu des cadavres sur le chemin parcouru et tout ça, Kaliba et consort, mais pas vraiment à Ouvira. Donc du coup, l'idée c'est de travailler aussi avec des acteurs communautaires, les leaders communautaires, pour que nous puissions avoir très rapidement des éléments. Par rapport à la neutralité, on doit faire la part des choses. Donc voilà, notre démarche, notre action s'est limitée dans des zones du site Kivu. Voilà, donc on a présenté ce que nous avons vu. Le jour où on va aller, par exemple, au Katanga, nous allons dire ce que nous avons vu. Aujourd'hui, maman l'a témoigné. J'ai une question, mais au Katanga, on ne va pas vous donner l'accès. Oui, pour l'instant, on ne nous donnera pas l'accès. Voilà, parce qu'il y a un blocus. Oui, justement, au sud Kivu, avant la prise d'Ouvira, il y avait un blocus. Donc à chaque fois, il y a un blocus quand ils commettent leurs actions. On a vu le bombardement des antennes de Vodacom et des RTL et tout ça. C'est pourquoi? C'est justement pour taire, voilà, pour qu'il n'y ait pas l'accès à l'information et qu'on sorte. Ça,
ça va de pair. À partir du moment où il y a des bombardements réguliers au haut plateau et tout, ben, ça évite à ce que les enquêteurs puissent accéder. Donc du coup, il y a des pressions morales, pressions psychologiques. On va bombarder à tout va, et donc du coup, personne n'ira parce qu'il y a des bombardements, parce que ces zones-là sont dangereuses. Et moi, quand je dis tout à l'heure que les humanitaires ne sont pas présents, voilà, oui, j'ai bien dit que je vis le CICR sur le terrain et confort et tout ça. Mais mes frères, au regard des bombardements, les dégâts et tout, ben, le SS, la Croix-Rouge, quand elle est sur le terrain, c'est vraiment pour faire le service après-vente, après les affrontements et tout ça. Ils n'ont pas assez de moyens pour répondre aux urgences humanitaires et confort et tout. Et donc là, tout le monde voit, tout le monde se tue et tout ça. Personne n'intéresse. C'est dans ce sens-là que nous disons qu'il n'y a pas d'humanitaire. Et effectivement, certains rapports des Nations Unies manquent un peu de certaine neutralité. Et dans les rapports, ils ne font aucune mention de la situation, notamment dans le haut plateau, à Minembwe, ou Vira et confort Massissi. C'est ça en fait notre interrogation. Et c'est ce silence-là aussi qui nous doit nous déranger, mon frère Dido. Et c'est un travail qu'on doit faire après. Moi, je voudrais encore revenir ici, qu'on regroupe un peu les humanitaires et tout ça, qu'on puisse parler uniquement du silence de la communauté internationale. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique? Oui, le ministre belge a dénoncé récemment les propos du porte-parole de l'état-major et tout ça. Est-ce que c'est assez? Moi, je trouve que c'est insignifiant au regard de ce qui se passe. La Belgique a le moyen et une influence au sein de l'Union européenne pour faire en sorte que l'Union européenne puisse parler. Pourquoi l'Union européenne ne parle pas? Pourquoi l'Union européenne laisse la situation perdurer? Mais ça, c'est des questions que vous et moi réfléchissons dans quel cadre on doit travailler. Donc, nous, les humanitaires, en tout cas, nous qui voulons être les humanitaires, trouvons un cadre, organisons une conférence. Moi, je suis d'accord, Dido. Ben, voilà, est-ce que le jour où vous allez décider d'aller à Goma ou à Bukavu, est-ce qu'ils vont vous permettre d'aller à Kinshasa? Je n'en sais rien. Après, c'est vous qui allez assumer. Mais moi, aujourd'hui, je sais que les gens m'ont dit le jour où je mettrai mes pieds sur des territoires contrôlés par Félix, et je ne verrai plus ma famille. Donc là, ça j'ai eu des menaces. Il y a des choses où des fois, on n'a pas envie de les dire pour ne pas choquer les gens et tout. Mais c'est ça la réalité aussi. Quand on voit les compatriotes qui se déplacent et qui viennent nous empêcher de dire ce que nous avons vu, ça, il y a un problème. Les silences, c'est ça aussi. Donc, doit-on continuer à avoir peur, à ne pas se déplacer, à ne pas hésiter à dire des choses? Non, à un moment donné, on dit, ben voilà, vu qu'aujourd'hui, on nous prive, on nous bloque d'aller dans la partie ouest, ben, on va aller là où on peut y aller, mais pour dénoncer au moins ce que nos compatriotes, nos frères vivent. Parce que c'est d'abord des humains. Donc voilà, on ne fait pas une opposition des crimes entre l'Est et l'Ouest, entre les zones contrôlées par Kinshasa ou par l'FCM 23. Nous, c'est ce que, là où on arrive, on a la possibilité d'enquêter, qu'on puisse faire nos enquêtes et présenter les rapports vraiment avec une certaine neutralité. Donc voilà, merci. Voilà. Je pense que nous avons fini la séance des questions. Encore une question, et puis ça sera la dernière, et on va passer au mot de clôture. Est-ce que je peux d'abord dire sur la neutralité qu'ils ont dit? La neutralité, ça se prend vis-à-vis de la personne et vis-à-vis de ce que tu cherches. Mais lui, ils ont présenté les faits tels qu'ils sont. Ce sont les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils vus sur le terrain. Donc, ils étaient neutres et indépendants. Parce qu'ils rapportent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc, la question de neutralité ne se pose pas dans ces rapports. Mais celui qui veut continuer à faire des recherches, il peut le faire, mais la question de neutralité ne se pose pas parce qu'ils racontent ce qu'ils ont vu. Et concernant les humanitaires aussi, j'ai un rapport de OCHA du 24 novembre 2025. Qui dit que les blocages des routes et l'interdiction d'accès aux acteurs humanitaires dans les hauts plateaux. Mais ça... Effectivement, ce n'est pas évident. Donc, j'ai été observateur aux élections en 2011 pour la communauté congolaise à l'étranger. Et nous avions aussi le problème qui a été soulevé par certains ici, c'est-à-dire que on est observateur, on raconte ce qu'on a vu. Pas ce qu'on a entendu. Donc, bien entendu, il y avait des rumeurs dans les villes, puisqu'on s'était un peu réparti la tâche géographiquement.
Et bien entendu, quand on lisait certains journaux ici, on avait triché d'une manière extraordinaire, etc., etc. Nous, on n'a rien remarqué de cela. Donc on aurait pu dire, vous avez été aveugle, vous avez été distrait, mais nous avons fait des bureaux, des sites, et même nous avons rencontré des gens qui nous ont interpellés pour dire, venez ici, on est occupé à tricher, on remplit des urnes, on a fait ce qu'on a pu. On n'était pas une équipe immense, c'est pourquoi, quand on soulève pour dire, vous n'avez pas dit ceci, vous n'avez pas dit cela, effectivement, on est un peu frustré, moi aussi, que certaines choses n'aient pas été développées. Mais c'est en fait la contrainte de l'exercice, de votre exercice, où vous dites, là sur le terrain, on a vu ci, on a vu ça, maintenant à nous à faire les déductions. Ce qui me réjouit quand même, ça m'est égal, le silence de la communauté internationale sur ce qui se passe chez nous. Parce que c'est quoi cette communauté internationale? Et je ne suis pas ici, comme j'ai dit autrefois, je suis chercheur. Et le devoir éthique nous demande à reconnaître le travail des autres. Donc je ne veux pas dire. Je voudrais préciser que j'étais à Uvira aussi en septembre, octobre, avant la prise d'Uvira. Parce que moi-même, mes enfants sont réfugiés, donc je devais les rencontrer. Moi j'étudie ici, mais mes enfants sont réfugiés, j'ai fouillé aussi. Ce que je voulais préciser seulement ici, c'est ce que le collègue a dit et ce que aussi le papa vient de dire. Vous savez, la rigueur scientifique nous exige de dire la vérité à nos collègues les Belges ici pour qu'ils nous aident à résoudre nos problèmes. Si on vient avec les points de vue des uns sans corroborer avec celui des autres, ils vont résoudre partiellement le problème, ils vont laisser. Je voulais justement préciser, c'est pas pour être contre les présentateurs, le collectif, pour remettre les choses dans la vérité des faits. Quand on dit les humanitaires n'ont pas été dans ces zones-là et on extrapole jusqu'à Minembwe dans le plateau, moi j'ai dit c'est faux. En tout cas j'ai dit c'est faux. Pour la simple raison, je veux vous informer, et les Banyamulenge qui sont ici, s'ils sont sincères, il faut dire la vérité. L'ONG belge qui s'appelle Médecins du Monde Belgique, vous connaissez ça? Non. Ceux qui ne connaissent pas, mais les Banyamulenge qui sont ici, ils vont vous dire. L'ONG belge qui s'appelle Médecins du Monde Belgique, depuis 2018-19, il est à Minembwe avec une base et soigne les Banyamulenge gratuitement dans les centres de santé. Il a une base à Kaololo, donc, c'est formé, vous parlez de universel. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Ça, c'est faux. Vous avez une mauvaise information. Ça, c'est faux. Ça, c'est nous allons. Il y a quelqu'un qui veut encore intervenir. On va. Oui, une question, s'il vous plaît. Voilà. On va passer au mode de clôture. S'il vous plaît, attends. Magui Niveau est dans la caméra. Ma gloire, s'il vous plaît. Il est dans la caméra pour. Voilà, nous allons passer au mode de clôture. Bonsoir. En fait, Patrick Kawaya, je voulais poser une question à Madame Moma. C'est les communautés malades. Vous regardez la caméra. Ah, voilà. Vous le regardez. Voilà. Dans mon intervention, je suis pourquoi pas beaucoup aussi tout le monde a des Congolais, même dans Massissi, pourquoi pas tout le temps Banyamulenge, Tutsi, pourquoi pas beaucoup Congolais tout court? Parce que je crois que Banyamulenge ne va pas Congolais. Pourquoi pas beaucoup non? Pas Congolais. Tout le temps, vous divisez Bissau, Tutsi, Congolais, Banyamulenge. Donc on dirait que dans un setting spécial, que dans un monde à part. Il n'y a pas d'autres Congolais qui naissent. Donc, pourquoi vous savez on a voulu vous le dire? Parce que vous m'avez pas Congolais Minembwe, parce que vous m'avez pas Congolais il y a Massissi, parce que vous m'avez pas Congolais à Uvira, il y a le Vungi, nous n'avons pas côté nous. Mais nous avons non, Banyamulenge, tout ça. Donc, je ne sais pas, la moi, réponse sur la soin. Merci. Okay. Moi, je dois répondre à cette question en français. Ok.
pourquoi on dit ça ici dans ces rapports? C'est parce que ces gens sont ciblés à cause de leur appartenance ethnique. Tout simplement. Ça, c'est ça la réponse. On les dit parce qu'ils ont subi des attaques à cause de ce qu'ils sont. Suivi par les discours de haine. Il y a des discours de haine qui les discriminent, qui les met à côté, et puis ils sont ciblés parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est pourquoi il faut dire les mots dans les termes qui sont utilisés. C'est pourquoi on parle cela. Mais on est tous Congolais à 100% et ce pays nous appartient tous. Le Congo est un patrimoine commun de tous les Congolais. Et personne n'a droit sur le Congo plus que l'autre. Et quand on dit ça, parfois, ils ne veulent pas un traitement différencié, non. Ils veulent qu'ils soient traités comme tout autre Congolais. Ils réclament. Très rapidement, très court, M. Guido, et on va passer au mot de clôture, s'il vous plaît, très court. Oui, c'est lui qui va faire le mot de clôture. On fait des enquêtes sur le terrain. Alors que cette rencontre touche à sa fin, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence, votre écoute et la qualité des échanges. Votre engagement aujourd'hui relève d'un devoir de responsabilité face à une tragédie humaine qui dure depuis trop longtemps. Les résultats de l'enquête humanitaire indépendante présentée aujourd'hui relèvent des faits d'une gravité extrême. Les bombardements des zones habitées, exactions répétées contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu, violations manifestes du droit international humanitaire et mépris persistant des engagements de cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Et tout cela en résulte à tout ce que nous avons entendu dans ces rapports. Comme ils ont dit dans ce qu'on peut dire dans l'update, depuis 2017, les populations civiles, Tutsi, Banyamulenge, ont subi des attaques répétées menées par les FARDC et leur coalition, et maintenant appuyées par les forces armées du gouvernement burundais. Si nous parlons de la coalition, c'est le milice Wazalendo et le FDLR. Et ces bombardements, dans ces bombardements, ils utilisent l'usage de technologies militaires lourdes